Merci à tous nos intervenants pour cette journée riche d'échanges, de paroles vraies. Et je ne vais pas en 5 minutes synthétiser toutes les informations en fait, qui ont été communiquées ici et tous les échanges, mais je voudrais vous donner un petit peu ce qui m'a frappé dans les 3 tables rondes et puis ce qui me semble être un peu les points saillants de ce qui a été dit. Donc c'est clair que cette grande idée de la couverture sanitaire universelle partagée par toutes, elle sera impossible à atteindre si elle n'est pas inclue dans une vraie politique de santé. Une politique de santé qui est effectivement de la responsabilité des États, mais aussi de la solidarité internationale. Je crois que les 3 tables rondes en fait permettent un éclairage sur 3 dimensions qui sont complètement essentiel. D'abord, on ne peut pas effectivement imaginer une assurance santé s'il n'y a pas évidemment des soins de santé de qualité. Donc on a parlé de ce fameux paquet d'activités qui doit permettre aux gens justement d'accéder à cette santé. Et la question qui se pose, c'est comment définir la qualité? Ça, c'était une grande question. La définition de la qualité, elle doit répondre à des standards. Donc il faut établir ces standards. Et ces standards, pour être validés, ils doivent donner lieu à des accréditations. Et pour avoir cette accréditation, il doit y avoir une incitation, et des incitations même financières qui permettent effectivement d'augmenter la qualité et de donner une norme à cette qualité des soins de santé. Je crois que ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a un grand besoin de revenir à une forme de simplicité, c'est-à-dire comprendre la situation réelle sur le terrain, au-delà des discours et des normes un peu technocratiques qui sont édictées depuis les grandes organisations. Et en fait, le dernier point aussi qui me semble très important sur la qualité, c'est l'importance du personnel de santé. Ce personnel de santé, il est en pénurie dans les pays du Sud, particulièrement en Afrique. Et c'est pour ça aussi qu'on a inventé les agents de santé communautaires. Alors là, je crois qu'il y a un débat. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un peu un cache-misère? En tout cas, ces personnels, ils jouent un rôle et il faut plutôt les aider à monter en grade, en compétences et reconnaître cette compétence, notamment peut-être par des formations qui seraient diplômantes. Alors il y a une véritable souffrance de ces personnels de santé parce qu'ils ne peuvent pas appliquer l'équité des soins. Donc on a été quand même tous frappés par toutes les stratégies finalement pour pouvoir avoir accès à ces freins. Les plus pauvres doivent trouver des stratégies de contournement afin d'avoir droit au minimum de soins et au minimum de considération en fait, dans les centres de santé. Alors le deuxième table ronde, évidemment, elle parlait du nerf de la guerre, c'est-à-dire les financements. Donc comment financer en fait dans des pays qui manquent de ressources, dans des ministères de la santé qui sont sous-investis. Et alors la réponse qui vient, c'est effectivement il faut trouver des solutions. Et on parlait de financement innovant, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut peut-être plutôt parler de financement intelligent que de financement innovant, parce que l'innovation pour l'innovation ne mène pas à grand-chose. Et il faut que ces financements intelligents, ils soient soutenables et durables. On voit bien que, alors, il y a des exemples à la fois réussis, mais qui montrent leurs limites. Donc c'est intéressant de voir par exemple au Ghana comment la solution de la TVA à 2,5% consacrée donc à la couverture santé a permis quand même de faire monter la couverture de façon considérable. Mais en même temps on voit que c'est un taux fixe et que à partir du moment où on inclut plus de population dans ces services, eh bien on arrive à un véritable gap de financement et que l'État a parfois du mal à trouver des solutions. Alors on peut compléter aussi ce financement direct des systèmes de couverture santé par des politiques de gratuité ciblées. Et là, il y a une grande question qui se pose, c'est comment on définit les bénéficiaires de la gratuité. Voilà. Et donc là, il y a toute une sorte de réflexion, de stratégie. Alors on pense aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes, aux indigents. Et comment est-ce qu'on définit un indigent? C'est pas si évident d'un point de vue extérieur. C'est compliqué de savoir qui est indigent. C'est pas parce qu'on est dans le secteur informel qu'on est indigent. Et cela pose aussi la question des valeurs, parce qu'on comprend bien que cette idée de la CSU, elle peut fonctionner aussi si elle est quelque part intégrée socialement par les populations, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on a vu, on trouve de l'argent pour autre chose, on trouve de l'argent pour un mariage ou un enterrement, on ne trouve pas forcément de l'argent pour se soigner. Et il faut travailler peut-être sur la promotion de ça, sur la compréhension et puis sur la question des valeurs, quoi, la valeur de la solidarité notamment. Comment est-ce qu'on peut accepter de payer, pas forcément pour soi-même, mais pour son voisin.
Je crois que tout ça aussi, toutes ces questions montrent qu'il y a un besoin de partager les connaissances. Il faut aussi lutter contre des initiatives qui sont trop individuelles et parcellaires. Il faut lutter contre cette fragmentation qui est un peu aussi le problème des politiques de santé et notamment des pilotes en santé publique dans les pays du Sud. Enfin, le dernier focus donc, sur les mutuelles était intéressant parce qu'on est rentré un peu plus dans la micro, c'est-à-dire mettre en place ces politiques d'assurance santé globale, souvent passe par l'outil des mutuelles. Donc la mutuelle serait un outil privilégié pour atteindre la CSU. Alors là, je crois que la question qui s'est vraiment posée, c'est que ces mutuelles qu'on met très en avant dans la politique d'atteinte justement des objectifs de la CSU, est-ce que ce n'est pas un cache-misère quelque part ? Si les États ne prennent pas leurs responsabilités, ce n'est pas la mutuelle qui résoudra en fait les problèmes, qui apportera la solution. Parce que depuis des années, on s'aperçoit que le modèle mutuel communautaire en fait, n'atteint pas ses objectifs. On a moins de 10% de la population qui est couverte. Mais je dirais quand même sur une note positive, on a eu ici des exemples pays avec, à des degrés divers certes, mais quand même des vraies réussites. Donc il faut les saluer, ces réussites. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quels étaient les leviers en fait, de cette réussite. Je crois que sur l'expérience d'Éthiopie, moi j'ai retenu le mot confiance. Ça marche parce que les populations ont confiance dans leurs gouvernements locaux. Et ça marche aussi parce qu'il y a un gros effort d'explication et de promotion. Donc s'il y a 3,5 millions de foyers bénéficiaires, alors que cette assurance santé n'est pas obligatoire, qu'elle est volontaire, qu'il faut donc la renouveler chaque année, c'est parce qu'il y a un énorme travail pour expliquer et justement travailler aussi sur ces valeurs. Je crois que ce qui est intéressant aussi dans l'exemple du Mali, c'est que l'État prend ses responsabilités dans la mesure où elle subventionne elle-même, donc à 50%, ce qui est aussi le cas sur les expérimentations au Sénégal. Et donc c'est important aussi que l'État aille vers une intermutualité, c'est-à-dire que peu à peu on remonte la pyramide sanitaire, c'est-à-dire qu'on couvre non seulement le paquet de soins primaire du premier niveau, mais qu'on aille aussi permettre aux personnes qui en ont besoin d'être référées aux échelons supérieurs de la pyramide sanitaire. Et puis c'est important également d'avoir un objectif ambitieux, même si pour l'instant, effectivement, on reste encore à des niveaux très faibles. Pour le Sénégal, on a eu effectivement, je crois, une promotrice très, très dynamique et très convaincante, en fait, des nouvelles mutuelles, je dirais. On sort de la mutuelle communautaire et on va vers cette mutuelle départementale avec l'expérience de l'UDAM. Ce qui me semble important, là, le mot-clé, je crois que c'était professionnalisation. Sortir du bénévolat, sortir de l'associatif, aller vers des professionnels et des professionnels de santé qui sont impliqués. Et puis également avoir une échelle d'expérimentation qui soit suffisamment importante. Donc là, on a un département, c'est 17 communes, 276 000 habitants. On arrive à quelque chose d'un peu plus significatif. Tout cela, évidemment, ne peut fonctionner qu'avec l'appui de l'État qui prend le relais peut-être des bailleurs qui expérimentent, mais à terme, il faut que l'État soit en mesure et soit convaincu de porter en fait ces systèmes. Il faut faire très attention aussi dans l'évaluation, puisqu'on nous l'a bien dit, une réussite à un niveau micro ne veut pas dire forcément une réussite à un niveau macro, c'est-à-dire que parfois, localement, on a des conditions telles que ça fonctionne, mais quand on veut le mettre à l'échelle d'un pays, c'est beaucoup plus compliqué et ça prendra beaucoup plus de temps. Et je conclurai qu'on a eu un certain nombre de chercheurs qui ont participé donc à ces échanges et je crois que si on n'était pas convaincus, vraiment on a eu la preuve aussi de la nécessité de la recherche. Et non seulement rechercher, mais être vraiment sur le terrain et regarder vraiment ce qui se passe, l'évaluer scientifiquement et puis ensuite rendre ces résultats accessibles et compréhensibles aux acteurs de santé et aux décideurs de la santé. Donc voilà, fort à faire. Je voudrais vous remercier tous nos contributeurs, vous remercier vous tous aussi ici d'avoir partagé cette journée, d'avoir aussi apporté vos expériences, vos questions, vos points de vue. Je voudrais vous signaler évidemment que cette journée a été filmée, comme vous l'avez vu, et donc nous rendrons disponibles sur notre site internet ou sur les sites internet d'autres organisations en fait les différentes interventions des conférenciers. Nous ferons également une synthèse écrite qui sera disponible.
Et puis, je voudrais remercier aussi tout particulièrement le professeur Gentilini d'avoir été parmi nous aujourd'hui, qui est membre de notre comité scientifique, le professeur Teillac, qui est là également. Avec nos administrateurs, bien sûr, qui soutiennent cette démarche de, une fois par an, d'apporter, essayer de se rencontrer sur une question de santé publique transversale et essayer de se faire avoir cet échange entre des acteurs du Sud et du Nord. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que tous nos intervenants montent sur l'estrade pour faire une photo de famille, comme on fait toujours en Afrique, et c'est une très bonne coutume. Merci à vous, à bientôt.